Le son est très mauvais. Erev Tov, on se retrouve avec Eliezer Charodlotsky pour Midreshet Yehuda Manitou. Et ce soir, Eliezer, tu veux continuer à développer la situation, parce que c'est le troisième cours que tu donnes sur cette situation de guerre qui a débuté le 7 octobre. Tu appelles ça la deuxième guerre d'indépendance. Bechavot. Shalom, Alors, shalom les amis. D'abord, merci pour l'adresse pour la famille de El Mekayes. C'est très important. Euh, et ouais, c'est le troisième cours sur la guerre. D'ailleurs, je pense que vu qu'on est en train de vivre des événements, on va en parler, on le comprend d'ailleurs, qui sont d'une portée, mais sans précédent, en tout cas dans les générations qui ont passé, eh bien, je pense euh, mener, comment dire, un carnet, ça aura une valeur ça a une valeur très grande au niveau individuel, au niveau familial pour les. Donc, je conseille vivement de le faire. Euh, Maintenant, on a parlé il y a un mois de la comparaison de ce qui se passe avec la guerre de Kippour. Parce que c'était la première chose qui sautait aux yeux, cette ressemblance. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a eu la surprise totale, parce que c'était un paradigme qui a fait faillite, parce que c'était une illusion de calme et de paix à l'horizon qui nous a un peu fermé les yeux. Et c'était aussi une fausse conclusion qu'on a tirée de cette guerre, on en a parlé, à savoir que maintenant, eh bien, on ne peut plus tellement faire confiance à nos dirigeants, on ne peut plus tellement faire confiance à notre armée. Et, eh bien, il faut essayer la stratégie de la paix. Peut-être qu'on peut faire confiance à nos voisins, peut-être on peut céder des terres pour la paix, etc., etc. Ça ressemblait pour beaucoup à l'atmosphère qui régnait dans les 20-30 dernières années depuis Oslo. Mais bon, depuis, on a compris que la conception doit changer. On a transformé la surprise en contre-attaque. Et depuis, beaucoup comparent la guerre, euh, qu'on pourrait appeler Meshiv Ruach d'ailleurs. Bon, officiellement, c'est les glaives de fer, mais j'imagine que son nom va changer. Une des propositions peut-être les plus prometteuses, c'est Meshiv Ruach, celui qui fait souffler le vent, et en hébreu aussi, celui qui rend l'esprit, relève l'esprit. Et, eh bien, cette guerre est comparée à la guerre d'indépendance, et il y a effectivement beaucoup de traits communs, pour le meilleur, et pas seulement pour le meilleur. Alors bon, avant de commencer à parler et à voir quelles conclusions on peut en tirer euh, d'actualité, véritablement, pas seulement on va pas faire un cours d'histoire. On va dire, bon, etc., ça ressemble à ce qu'il y avait il y a 75 ans, etc. C'est un cours d'histoire, mais qui doit porter à conséquences identitaires, qui doit nous aider à tirer des conclusions pertinentes pour notre histoire d'aujourd'hui, au niveau historique, au niveau moral, même au niveau personnel. Mais avant d'entrer dans la matière, dans le vif du sujet, eh bien, je pense qu'une brève rétrospective s'impose. La guerre d'indépendance, oui, regarde, on m'entend bien, on m'entend mal? moi, j'entends bien. On entend bien? Ken, alors peut-être celui qui a Super. dit Ken, ok, ben alors, la guerre d'indépendance a commencé le lendemain du vote
aux Nations Unies du 29 novembre 1947 sur la résolution 181 du plan de partage d'Eretz Israël en 2 États, dont l'un sera un État juif. Le 30 novembre, des terroristes venant de Jaffa, de Yafo, se sont attaqués à un bus au carrefour de Sirkin, Tzomet Sirkin, c'est-à-dire dans la Petah Tikva actuelle, avec plusieurs juifs assassinés. Ça, c'était le point de départ. Et le point d'aboutissement, la guerre s'est achevée le 8 janvier 1949, c'est-à-dire les combats, je parle des combats, le 8 janvier 1949, c'est-à-dire 13 mois plus tard, avec 5 avions britanniques. Je souligne 5 avions britanniques pilotés par des pilotes britanniques qui ont été abattus au-dessus du Sinaï par les forces de l'air israéliennes et qui, une fois abattus, eh bien, ont été tirés, ramenés du côté juif de la frontière, du côté israélien, pour ne pas être accusés d'avoir enfreint l'espace aérien de l'Égypte, parce que c'est des pilotes, naturellement, qui se portaient à la défense de l'Égypte. Voilà. Et toute la guerre d'indépendance, eh bien, c'est entre ces deux pôles d'une attaque terroriste en plein centre, dans le ventre creux de l'État juif pas encore déclaré. Et 13 mois après, nos pilotes qui abattent 5 pilotes de la meilleure armée de l'air du monde dans leurs Spitfires. La première partie de la guerre se divise en gros en 2 parties. Une partie entre le 30 novembre 1947 et le 14 mai 1948, et une seconde partie entre le 15 mai 1948 et janvier 1949. La première partie, elle se joue entièrement à l'intérieur, sur les terres qui devront faire partie du futur État juif, où on fait face à ce qu'on appelle l'armée de salut arabe de Fawzi el-Kawji, et l'armée ou les armées ou les milices de l'intérieur arabe. Et la seconde partie de la guerre, à partir du 15 mai, eh bien, c'est là où on fait face aux armées des États arabes, à savoir, on le sait, Égypte, Syrie, Jordanie surtout, Liban, Irak, et puis des volontaires qui viennent d'autres pays arabes. Maintenant, on va parler aujourd'hui essentiellement de la première partie de la guerre. Qu'est-ce que c'est la première partie de la guerre? Eh bien, je répète, on lutte à l'intérieur du futur État d'Israël. L'écrasante majorité de la population juive, elle vit entourée de localités arabes, etc., que ce soit Gush Etzion, Yechia, Nitzanim, Jérusalem. La majorité de la population juive qui ne vit pas dans les kibbutzim et dans les moshavim, eh bien, elle vit dans des villes mixtes, que ce soit Haïfa, Tzfat, Tibériade, Jérusalem et bien d'autres. Et c'est une guerre qui est menée avant tout, pas contre une armée régulière, mais contre 400 milices arabes de 600 à 800 villages et localités arabes et dispersés sur tout le territoire du futur État juif. C'est un combat qui est mené sur le territoire d'Israël, encore une fois,
Et là, naturellement, le parallèle avec ce qui s'est passé il y a 36 jours, le 7 octobre, Ken, le Shmini Atzeret, eh bien, ça saute aux yeux. On combat pas au-delà de nos frontières, mais à l'intérieur de nos frontières. On combat à Oufakim, à Sderot, dans les Yishuvim qui entourent la bande de Gaza. Chose qui ne s'est pas passée durant la guerre d'indépendance et qui ne s'est passée durant aucune guerre. Il y a des kibbutzim, des localités juives, qui tombent aux mains de l'ennemi. Et pas seulement des yeshuvim, mais avec toute leur population civile, tous les enfants, les femmes et les vieillards, etc. Et ça, c'est du jamais vu. Pourquoi? Parce que dans tous les yeshuvim, en 48, tous les yeshuvim qui étaient en danger, que ce soit les yeshuvim de Gush Etzion, que ce soit à Atarot ou à Nitzanim, au sud, etc., ou Yad Mordechai, tous les yeshuvim, eh bien, il s'est passé là-bas ce qu'on appelle l'opération Mifta Tinok, opération bébé ou opération enfant, où les familles, c'est-à-dire les femmes et les enfants et les personnes d'âge, eh bien, elles ont été évacuées avant. Et ceux qui sont restés, eh bien, c'est des hommes. Parfois, il y avait aussi des femmes lorsqu'elles avaient occupé des fonctions qui étaient irremplaçables, je ne sais pas, comme de spécialistes radio et de communications, etc. Enfin bon, ils sont restés, mais quand Gush Etzion est tombé, il n'y avait pas d'enfants là-bas. Il n'y avait pas de vieillards là-bas, il y avait 3 femmes. Quand Nitzanim est tombé, il n'y avait pas d'enfants, il y avait une femme. Et Nitzanim, c'est entre Ashdod et Ashkelon, etc. Okay? Donc ça, l'exemple de Kfar Aza, de Nir Oz, de Be'eri, ça n'a pas de parallèle même dans la guerre d'indépendance. Autre point, eh bien, c'est des combats qui étaient menés par ce qu'on appelle des Kitot Konenut en attendant l'arrivée de Tzal. Qu'est-ce que c'est des Kitot Konenut? J'essaie de traduire comme des forces de réaction rapide, okay? Mais des forces qui sont formées par des civils, quoi, mais qui portent la défense en attendant la venue de Tzal. Eh bien, c'est eux qui défendent leur localité, leur yishuv. Et là aussi, un point commun avec la guerre d'indépendance, c'est comme l'a dit Micha Goodman, on a compris ce que signifie 7 heures passées sans l'État d'Israël. Juste 7 heures sans l'État d'Israël, on en a compris la signification le 7 octobre 23. Naturellement, il y a eu aussi ensuite, je parle maintenant de ces dernières semaines, surtout de ce qui a suivi, des semaines qui ont suivi immédiatement le début de la guerre, eh bien, c'était la crainte que ne se réalise le scénario d'une attaque où tous les fronts arabes sont unis contre nous, y compris le front de l'intérieur, et que des yishuvim d'Israël, de Judée et Samarie, eh bien, ils soient attaqués par les Arabes de la région, qui ressemble très très fortement à ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance, où les combats étaient menés contre les Yeshuvim et surtout contre les convois sur les routes, sur les voies d'acheminement de munitions, d'approvisionnement, etc., etc. Et à la suite, immédiatement, eh bien, il y a eu plus de 600 unités de réaction rapide qui ont été formées, qui est une réaction totalement à la 1948, plus de 100 000 demandes de port d'armes, garde nationale qui doit être formée. C'est-à-dire, on a vu une mobilisation de la population, une population sur ses gardes, et contrairement à la guerre de Kippour, où malgré le danger, il était loin, il était au canal de Suez, il était sur le plateau du Golan, là, le danger, il était immédiat.
c'est-à-dire le pays entier était dans un esprit de guerre. Le pays entier en guerre pratiquement, c'est-à-dire prendre les armes. Et là, c'était effectivement quelque chose qui rappelait beaucoup les images, la réalité, l'état d'esprit de la guerre d'indépendance. Pour ceux qui connaissent, je passe au second point. C'est l'étape cruciale de la guerre d'indépendance, c'était mars 48. C'était le mois le plus difficile. Jusque-là, on avait déjà eu près de 1000 juifs tués, avec une quantité de convois interceptés, avec le convoi de Nebi Samuel pour approvisionner de Jérusalem les Yishuvim de Gush Etzion, le convoi de Yechiam qui a été intercepté autour de Kibbutz Kabri, c'est-à-dire Naharia, d'aujourd'hui avec des dizaines, un peu moins de 100 de tués. Le convoi de Hulda, les convois pour Jérusalem qui étaient interceptés, une ville qui était véritablement cernée à deux pas à être mise à genoux. Pratiquement tout cela s'est passé en mars 48, qui était, et effectivement aussi le département d'État américain qui déclare que, avec Austin, le secrétaire aux affaires étrangères, qui déclare que bon, on doit renoncer au plan de partage, on doit envisager un nouveau scénario où l'État juif, il ne le dit pas, mais c'est son département d'État qui le dit, il n'est pas, comment dire, il contrevient, il est contraire aux intérêts nationaux des États-Unis, donc on doit tout faire pour empêcher la formation de l'État juif. Et Ben Gurion, fin mars, d'écrire que c'est le mois le plus noir qu'il ait jamais vécu. Et c'est là que tout d'un coup, il y a un changement de musique. De la défensive, on passe à la contre-attaque. On passe à la contre-attaque à tous les fronts. D'abord, on passe à la contre-attaque surtout sur le front de Jérusalem. Ben Gurion force ses généraux à envoyer tout ce qu'ils peuvent pour presser le blocus, pour briser, le blocus de Jérusalem. Et début avril, 4-5 avril 48, c'est l'opération Narshon pour ouvrir le corridor de Jérusalem. C'est la première opération d'envergure où ce n'est plus des détachements de 150 personnes qui participent, mais c'est toute une brigade, c'est-à-dire des milliers de personnes. Et effectivement, le siège de Jérusalem est levé. Mais ce n'est pas seulement le siège de Jérusalem qui est levé, ce n'est pas seulement les Juifs qui passent de la défensive à l'offensive, c'est les Arabes qui commencent à quitter le pays et qui commencent à flancher et à céder. Amit Segal a écrit sur son canal de Telegram, il a écrit la phrase suivante: ça a commencé comme à Yom Kippour, c'est-à-dire notre guerre a commencé comme à Yom Kippour et ça a continué comme en 48. Et à quoi il fait référence? Il fait référence à la fuite de 1,7 million d'Arabes du nord de Gaza, de Gaza City, de Beit Hanoun, etc., etc.
de Jebalia vers le sud, et c'est que le début, visiblement. Et effectivement, c'est aussi ce qui s'est passé à partir du mois de mars, essentiellement avril 1948, avec les Arabes d'Eretz Israël. D'abord, jusqu'en mars 48, c'est les Arabes, les Arabes riches et de classe moyenne qui fuient le pays. Jusqu'en mars 48, il y a environ de 70 à 100 000 qui partent. Je donne des chiffres de Benny Morris, c'est lui qui est le spécialiste de ce sujet, de la guerre d'indépendance en général. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'opération de Yevus. Pour ceux d'entre vous qui habitent à Jérusalem, eh bien, c'est l'opération dont le but, c'était de relier les quartiers sud de Jérusalem au centre de Jérusalem, c'est-à-dire Makor Chaim, Talpiot, les relier au centre, Rechavia, etc., etc. Et suite à cette opération, Yevus Shtaim, eh bien, c'est la fuite des Arabes de Baka, de Moshava germanite, Moshava yevanite, Moshava italkite, des Arabes de Talbiye, et, et ainsi tout le sud et l'ouest de Jérusalem devient un quartier, devient une ville juive. Ensuite, c'est Dir Yassin. L'essentiel, effectivement, ce qu'on dit, c'est que la raison essentielle de la fuite des Arabes, eh bien, c'est ce qui s'est passé à Dir Yassin, qui aujourd'hui, c'est quoi Dir Yassin? C'est Givat Shaoul. Givat Shaoul, les soldats du Hetzel, c'est un combat véritable. Du Lehi aussi, il y a de la Haganah qui sont là-bas. Et qui font passer ça, on raconte là des histoires terrifiantes qui n'ont pas eu lieu pour la plupart, mais qui ont fait prendre une peur terrible aux Arabes qui ont pris la fuite en masse. C'est à partir de ce moment que commence la fuite des Arabes de Haïfa, la fuite des Arabes de Tibériade, de Tzfat, etc. Ça a une impression monstre, surtout les Arabes de l'intérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe aussi un peu partout. Il y a ce qu'on appelle la Tochnit Dalet, le programme D, qui a été entériné par Ben Gurion, qui ne dit pas qu'il faut faire prendre la fuite aux Arabes, mais qui laisse libre le choix aux officiers et aux commandants de corps et de division de faire ce qu'ils décident bon dans tous les villages arabes qu'ils prennent. Et par exemple, vous avez l'exemple d'un kibbutz qui s'appelle Ramat Yochanan, qui est près de Yokneam, en Galilée, dont les habitants viennent voir Ben Gurion et lui disent, écoutez, on est entouré d'Arabes, c'est soit nous, soit eux. On doit chasser les Arabes, je cite, on doit chasser les Arabes et brûler leur village. Pourquoi? Autrement, on n'a aucune chance de servir. Donc, ce n'est pas quelque chose d'une cruauté sans fin. Non, c'est soit nous, soit eux. Et c'est ainsi qu'on passe de 47 à 48 avec une révolution démographique. En 47, on est 30% de juifs et 70% d'arabes sur les terres promises à l'État juif. Et en 48, eh bien, on est déjà 86% de juifs contre 14% d'arabes. Et tout cela, pourquoi? Pour des raisons de survie. On comprend que si on laisse une population très hostile, eh bien,
ils ne vont pas donner tout simplement la possibilité de naître en tant qu'État juif, pas seulement pour des raisons démographiques, mais pour des raisons d'anéantissement. Et là, je voudrais citer une autre chose qui est aussi, comment dire, très de grande actualité, c'est l'inspiration nazie. L'inspiration nazie d'une très grande partie de nos voisins. En 1942, raconte encore une fois Benny Morris, c'est le premier sondage qui est effectué en Eretz Israël à la veille de la bataille de El Alamein, alors que le Afrika Korps de Rommel est en train de foncer. Il a déjà débarqué en Afrique du Nord. Il est en train de foncer vers l'Est pour conquérir Eretz Israël. Et à ce moment-là, que les Britanniques bien font un sondage parmi les Arabes d'Eretz Israël pour voir de quel côté est-ce qu'ils sont, du côté britannique, des Alliés, ou bien est-ce qu'ils sont du côté des forces de l'Axe. Réponse fulgurante, plus de 90% sont du côté de Hitler. C'est-à-dire Haj Amin el-Husseini, le moufti de Jérusalem, eh bien, c'est pas pour rien qu'en novembre 1942, il rencontre Hitler à Berlin, etc. Il y a véritablement, ils ont une stratégie commune et il a le soutien des masses arabes en Eretz Israël. Il en va de même, exactement si ce n'est plus. On le sait, chez Gaza aujourd'hui, on l'a vu, le président Herzog qui a fait mention du Mein Kampf trouvé dans la chambre d'enfant d'un appartement à Gaza, etc., avec des notes, avec des parties surlignées, etc. Il en va de même dans une très grande partie du monde arabe, Hezbollah, Turquie, etc., Égypte, Iran, naturellement. Donc, d'un côté, et ça aussi, c'est une chose qu'on a compris aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une guerre pour je sais pas, pour les frontières de 67, une guerre territoriale. Il ne s'agit pas d'une guerre d'intérêt économique ou autre. Il ne s'agit même pas d'une guerre d'intérêt idéologique, c'est-à-dire où je veux faire épouser à mon ennemi, à mon adversaire, des valeurs qui sont les miennes. Non, il s'agit véritablement d'une guerre d'annihilation et pour nous d'une guerre de survie. Et donc la nature du conflit, ce n'est pas de nature territoriale, même pas nationale ou idéologique, mais de nature existentielle. Et en cela, ce qui se passe en 23 et ce qui se passe en 48, eh bien, c'est exactement la même chose. Lorsque les armées arabes commencent à attaquer le 15 mai 48, eh bien, c'est avec ce message qu'ils attaquent. Lorsque Haj Amin el-Husseini parle à Hitler, eh bien, c'est avec ce message qu'il parle. Et c'est exactement le message du Hamas, c'est le message du Hezbollah, c'est le message de beaucoup de nos voisins. Pas de tous, je vais en parler. Mais tout cela, ça a des résultats fantastiques. Ça a des résultats véritablement invraisemblables, d'une unité sans précédent dans l'État d'Israël et une très grande partie du monde juif. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais la personne qui est en train d'être enterrée maintenant à Herzl, Yossi Ashkovitz, qui était le directeur de l'école Pelef à Jérusalem, eh bien, il a enregistré quand il était une semaine après sa mobilisation, il a enregistré pour son école 5 minutes sur WhatsApp, où il dit beaucoup de choses très belles et très justes. Et une des choses qu'il dit, écoutez, je vous demande une chose. S'il y a quelqu'un qui vous dit
que celui-là, il est de droite, celui-là, il est de gauche, celui-là, c'est parce qu'il est religieux, celui-là, parce qu'il est, etc., etc., eh bien, faites-le taire. Parce que maintenant, on doit le savoir. Il n'y a ni droite ni gauche. Il n'y a ni religieux ni laïque. Il n'y a plus que des juifs. Il n'y a que des juifs. On est tous juifs, on revient à notre identité véritable. Et je voudrais dire le plus haut dénominateur commun. Le plus haut dénominateur commun, c'est qu'on est tous juifs. On en a parlé, mais ce qui en ressort, ce qui émerge, c'est le véritable ADN du peuple juif. Et cette unité, eh bien, elle a plein comment dire, d'expression. Il y a près d'un tiers de million, plus d'un tiers de million de juifs qui sont revenus en Israël ce dernier mois. Nous sommes aujourd'hui plus de 7 millions de juifs en Israël. Il y a une unité qui dépasse toutes les divisions. Il y a 3000 Haredim qui se sont mobilisés. Mais ce n'est pas seulement là, l'essentiel, c'est que même ceux qui ne sont pas mobilisés, eh bien, ils se mobilisent de la manière dont ils savent se mobiliser, par la Torah, par le chesed, par la prière, qui est aussi très, très importante, par l'entraide. Il y a plus d'un tiers de million de soldats qui ont été mobilisés. Et le taux de présence, c'est de 150%, c'est quelque chose. Tout le monde dit, c'est une motivation et une morale absolument sans précédent. Et puis, il y a un autre changement qui est très, très important. Et c'est un changement dans l'Israël d'aujourd'hui qui est d'un ordre spirituel, d'un ordre moral. Dans la plupart des attentats ou de pertes qu'on a souffert, qu'on a subi jusqu'à il y a 36 jours, eh bien, les gens disaient, oi, que ce soit le dernier, oi, que la peine advienne, oi, c'était des soupirs. C'était des soupirs, c'était quelque chose qui était perçu comme presque une mort superflue. On espère être la dernière avant l'avènement de la peine, de la paix tant souhaitée. Et puis là, tout d'un coup, on voit, non, non, non. Les gens, même les gens qui portent le deuil pour leurs proches qui ont péri à Gaza, à la frontière nord, ou dans les pourtours de Gaza, eh bien, elles ont un tout autre discours. Ils ne demandent plus la paix, mais ils demandent la conquête de Gaza. Ils demandent que le sacrifice de leurs proches ne soit pas en vain. À Dizengoff, on ne voit plus des bougies avec nous. Quand est-ce qu'adviendra la paix? Non. On voit une exigence de peine de mort pour les assassins. C'est quelque chose qu'on n'a plus vu depuis Eichmann. C'est quelque chose qu'on n'a plus vu depuis les années 60. C'est-à-dire, comme durant la guerre d'indépendance, c'est tout le peuple maintenant qui passe de la défensive à l'offensive. C'est les gens qui disent non, on ne va pas retourner dans nos kibbutzim tant que Gaza ne sera pas complètement, mais complètement soumise. On ne va pas retourner dans nos kibbutzim et moshavim du nord du pays tant que
le Hezbollah ne sera pas débroussaillé, bouti hors du Liban Sud. C'est un tout autre discours. Un tout autre discours. Avec un pays entier qui veut la victoire. La paix, oui, mais la paix après la victoire. Pas la paix des braves, mais la paix des victorieux. La paix de ceux qui ont su anéantir, on ose parler en ces termes, anéantir nos ennemis, reprendre possession de Gaza. Regardez, même le discours de nos dirigeants change. Le dernier discours de Netanyahou, de Gallant et de Gantz, il était beaucoup plus ferme que ceux qu'il tenait il y a 1, 2 ou 3 semaines. Et là, je voudrais parler d'un dernier point, mais qui est très, très, très important, qui est la foi dans le bien fondé, dans la justice de notre cause. On ne combat plus seulement pour, comment dire, pour sauver le pays. On combat plus seulement pour le bitachon. Ça fait 50 ans qu'on parle de bitachon, de sécurité. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, on parle de quelque chose qui dépasse même ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance. Pendant la guerre d'indépendance, c'était véritablement la guerre pour l'existence. C'est pour ça que ce n'est pas juste de l'appeler la guerre d'indépendance, mais c'est parce que si c'est la guerre d'indépendance, on aurait dû la mener contre le Britannique. Mais contre les Arabes qui voulaient nous anéantir, c'est une guerre pour la survie. Une guerre d'existence, de survie, de je ne sais pas. Okay? Mais là, ce n'est pas seulement une guerre de défense, une guerre d'indépendance, de survie, mais c'est une guerre morale du bien contre le mal. Du peuple de vie contre le culte de la mort, contre les nazis de l'an 2000, 2023, de la civilisation contre la barbarie. C'est une guerre morale. Ce n'est pas seulement une guerre physique, une guerre pour notre survie politique, mais c'est une guerre morale pour le bien. Et on parle en conséquence. Est-ce que vous vous rappelez d'exemples récents de ministres ou de premiers ministres qui remettent à leur place des chefs d'État occidentaux, Macron et autres, qu'ils ne nous donnent pas des leçons de morale, etc. C'est très longtemps qu'on n'a plus entendu ça. Eh bien, ça, c'est un renouveau, pas seulement de l'unité, mais de l'intégrité morale, d'un sentiment et d'une conviction, d'une certitude de la justice de notre cause. Un retour à la foi, FOI. Et cette foi et cette unité de la nation, eh bien, elle donne foi et force au gradé de l'armée, au commandant de l'armée et au commandant de l'État aussi, qui sentent qu'ils ont le pays entier qui les soutient. Je pense que cette unité, pas seulement nationale, mais morale, elle est aujourd'hui plus forte qu'elle ne l'était en 1948. Parce qu'à l'époque, et pour cause, on était très peu. On était moins d'1 million.
Et le but, c'était la survie. Des choses morales, on parlera après. Je voudrais peut-être, avant de passer aux questions, citer une personne pour voir toute la mesure de ce qui se passe. Citer juste un texte qui a été publié par un auteur, une personne, un journaliste israélien, un gars qui s'appelle Omer Barak, et qui dit la chose suivante. Vous pouvez le lire. Ça a été traduit. C'est un ami à moi qui a trouvé ça, s'appelle Asher Zanzouri, et qui l'a traduit. Dans le cadre de cette introspection et des choses que j'ai pensées aujourd'hui, je pense différemment, seuls deux mots me viennent à l'esprit, deux mots que j'ai refusé de dire. Je suis juif. Ani Yehudi. Waouh, comme je détestais ces mots. Dans chaque conférence à l'étranger, je disais que je suis israélien. Et si quelqu'un me demandait quelque chose sur mon judaïsme, je disais que je ne le suis pas. Que je suis né juif, mais qu'il n'y a rien de juif en moi. Et la semaine dernière, cette réponse m'a transpercé l'âme. Elle ne me laisse pas de repos. Dans la maison où j'ai grandi, il y a du mépris pour le judaïsme. Et de même, dans la maison où j'ai grandi, il me semble que je ne voulais tout simplement pas croire que j'étais l'enfant à la casquette. L'enfant à la casquette dans le ghetto de Varsovie, oui, vous vous rappelez. Et je voulais croire que j'étais un grand homme du monde, auteur, journaliste, scénariste. Mon judaïsme ne fait pas partie de mon identité, ce n'est même pas sur ma carte d'identité. Et j'avais tort. Et j'avais tort sur ce point aussi, parce que je ne suis peut-être pas l'enfant à la casquette, mais je suis juif. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que peu importe mes efforts, je ne peux pas y échapper. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je ne voulais pas non plus y échapper. Je suis fier de mon judaïsme, j'ai honte de l'avoir refusé. Je n'irai pas avec une kippa maintenant. Et je ne pense pas non plus que vous me verrez dans la synagogue, mais je rechercherai mon judaïsme. Je chercherai mon Dieu, je chercherai l'identité que tant d'années et de siècles ont essayé de détruire et que j'ai failli me détruire moi-même et de mes propres mains par accident. Aujourd'hui, j'ai allumé des bougies avec mes enfants. Première fois de ma vie. Je ne les avais même pas à la maison, mais je le voulais. Nous ne savions pas non plus quoi bénir. Alors nous avons dit les bénédictions de Hanouka, ainsi soit-il. Et j'ai prié à propos des personnes enlevées, à propos des soldats, sur nous. Je ne sais pas si je le ferai chaque semaine. Je ne sais pas où ce voyage me mènera. Je sais que je suis Omer Barak, auteur, journaliste, scénariste, israélien et juif. C'est un témoignage qui est générique, qui est un témoignage à la fois personnel et de toute une société qui se mobilise au niveau social, au niveau militaire, et qui sait mobiliser aussi ses forces d'âme, et qui sait reconnaître quand elle a fait erreur. Et quand je le dis, je ne pointe pas du doigt ceux qui ne sont pas ou n'étaient pas d'accord avec moi, mais je l'adresse avant tout avec moi, vis-à-vis de moi-même. Et en cela, je pense que c'est encore plus grand que la guerre de Yom Kippour, oui, mais la guerre d'indépendance aussi. Énormément de points communs. Un peuple qui se réveille, un peuple qui s'unit, un peuple qui revient à lui-même et à son identité, à son sentiment, sa certitude de juste cause. Des ennemis qui quittent. Et aussi, et je voulais le dire, vous savez, en 48, il y a eu pas mal d'Arabes qui ont compris. Il y a eu les Druzes qui ont vu ce qui se passait et qui ont dit, bon, on va nouer alliance, faire alliance avec le peuple juif.
des Arabes de Abu Ghosh, par exemple. C'est des Arabes très puissants. À l'époque, c'est eux qui prélevaient le péage, entre guillemets, de tous ceux qui montaient à Jérusalem, 19e siècle, début 20e, etc. Et aujourd'hui, parmi nos meilleurs représentants, vous trouvez des personnes comme Youssouf Haddad et d'autres. C'est-à-dire, là non plus, je ne pense pas qu'il faut être machiavélique et dire que tous les Arabes ils vont être des ennemis, etc., etc. Si on remporte la victoire et qu'on remporte la victoire, pas si on remporte, quand on remporte la victoire, eh bien, on va voir, il y a des voix qui ont été sous sourdine jusqu'à présent, qui vont avoir le courage de se lever. Et là aussi, il faut avoir le courage de ne pas être dans du noir et blanc, pas seulement pour des raisons diplomatiques, pas seulement pour ci, etc., mais pour des raisons de Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Naturellement, pas pour leur donner des territoires sous souveraineté juive, mais comme David Amelech avait des commandants qui n'étaient pas juifs, et dans son armée, il y avait des gens qui servaient qui n'étaient pas juifs non plus, eh bien là aussi, on doit savoir que on a des alliés, même s'ils ne sont pas juifs. On a des alliés en Israël, on a des alliés hors d'Israël, beaucoup. Et aujourd'hui, on fait entendre, et plus on fera entendre notre voix, plus, comme le dit Tzvi Cheskeli, on transmettra sur la fréquence Abraham, Yitzhak et Yaakov, plus ça va faire prendre conscience que, oi, 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 ces juifs, ils sont sérieux. Ils sont très sérieux. Zéo, on passe aux questions. Johan? Oui, Razak, Eliezer, vous pouvez ouvrir le micro. Ouais, donc, je vois qu'il y a des questions écrites, mais tu pourrais me les lire parce que chez moi, ça paraît en colonne. Est-il Oui, possible Ça d'avoir marche. vous avez dit Alors, que je te lis quelques questions. vous avez dit qu'il ne faudrait pas annihiler tous les Arabes automatiquement. Mais ma question était comment est-ce qu'on pourra trier? Comment on pourra voir quels sont les bons et quels sont les méchants? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour émettre votre position. Eh bien, vous avez tous les moyens du bord. Vous avez la toile, vous avez le Facebook, l'Instagram, etc., etc. Et puis, vous pouvez tout simplement porter votre voix. D'habitude, de manière individuelle ou collective, mais je suis sûr que, on l'entend de certains endroits qu'il y a des Arabes qui sont, comment dire, mevouyachim, qui ont honte, etc. Maintenant, mais c'est pas moi qui va décider à leur place. Ce que je dis, c'est qu'il faut être à l'écoute aussi de ces voix-là. Il ne faut pas tous les caser, c'est tous des antisémites, des nazis, des islamo-nazis. Il y en a beaucoup. Ils ne sont pas tous comme ça. Et plus on va apporter une voix véritable, plus ils pourront nous supporter tout en demeurant et avoir l'impression d'être complètement fidèles à leur source à eux. Pour preuve, les accords d'Abraham, les Émirats arabes et compagnie. Je peux poser une question. Tiens, Daniel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre le peuple et les dirigeants. Parce que déjà, on entend déjà, et ils n'ont pas changé de conception. Il y a certains dirigeants qui continuent à parler de deux États. Et s'ils n'ont pas compris aujourd'hui que c'est pas possible d'avoir deux États, c'est très grave. Bien sûr que c'est très grave, bien sûr que c'est très grave. Mais là,
encore une fois, il faut comprendre que le temps, il a son effet. C'est-à-dire, on n'est pas déjà dans un temps où les temps, on est dans les temps messianiques, mais où ils sont achevés, etc. On est à bon port avec le Beth Amikdash, la névoie, etc. Il y a encore du chemin à parcourir. Mais je crois que, et on le voit, et je le lis, et des gens l'écrivent, que toutes ces voix qui sont portées par le peuple, elles sont de plus en plus entendues dans les hautes sphères. Et pour preuve, aujourd'hui, par exemple, c'est le haut commandement qui pousse le gouvernement à mener à bien l'action à Gaza, et pas comme il le faisait dans les années précédentes, à signer un cessez-le-feu, à faire aboutir ça au plus vite. Non, 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 non. Ils veulent aller de l'avant. C'était quelque chose. Moshe Dayan dirait, je veux que mes généraux soient comme des chevaux qui tirent et pas comme... On est revenu à l'état où nos commandants sont comme des chevaux qui veulent faire avancer, qui veulent galoper de l'avant. Il faut être aussi sensible à ces choses-là qui se passent. Et la conception, il y a les hâtes. Les hâtes, en attendant, proposons une conception. Proposons une conception, etc. Mais il faut savoir qu'il y a une chose plus profonde. Il y a une chose plus profonde. J'ai pensé, peut-être, je sais pas, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi. Moi, c'est une chose comme ça. On peut mener la lutte contre, je sais pas, des programmes scolaires, contre des mariages mixtes, contre des mariages même homosexuels, etc., etc. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et ça, c'est des épiphénomènes. Ça, c'est contre les conséquences de quelque chose qui, véritablement, eh bien, d'où ça vient? Ça vient d'un départ de l'identité juive. Maintenant, du moment qu'il y a une reconnexion avec cette identité juive, à la source, à la racine, eh bien, par eux-mêmes, ces épiphénomènes, ces conséquences, elles vont s'estomper. Et donc là, il faut savoir que ce n'est pas seulement qu'il faut maintenant donner au gouvernement la bonne réponse, quoi faire à Gaza, mais en renforçant le moral, l'identité juive à la base, eh bien, ça va se traduire quelques étapes en amont, ça va se traduire dans le fait que, et on ne peut plus donner, ça ne va pas être reçu, on ne peut pas donner Gaza à Abu Mazen ou à Sesbir, on ne peut pas. Pas parce qu'on a expliqué qu'on ne peut pas, parce que ces explications, je vous rappelle, elles n'ont jamais convaincu personne, jamais. On a averti ce qui se passerait si on partait de Gaza, on a averti ce qui se passerait si on quittait Hebron, on va avertir ce qui se passerait si on quittait Liban Sud, etc. Ces explications n'ont jamais convaincu personne, jamais. Et tout d'un coup, là, les gens sont convaincus. Pourquoi? Parce qu'ils renouent avec l'identité juive de manière très profonde. Et si je suis tellement juif, comment est-ce que je peux me permettre de faire de telles sottises, de bêtises, de suicidaires, que maintenant d'inviter un islamo-nazi à Gaza? Allô, comprenez? Donc, il faut changer de stratégie. On ne peut pas continuer avec notre langue de bois à dire on vous a dit, on vous a averti, on avait raison, on a raison, Mazel Tov, ok, on a raison et on se plante. Il y a ici des questions par écrit. Rega. Comment pourra-t-on prier? Ça, on a parlé. Est-il possible d'avoir la traduction de cet article avec le nom? C'était dans le Facebook et la date de la parution. Oui, oui, je peux vous faire passer. Comment trier? Identité juive, c'est la grande question.
C'est quoi? C'est la fierté d'être juif. C'est le peuple de l'Alliance. Ce n'est pas avoir honte de dire je suis juif. Ce n'est pas avoir honte de dire je suis Dieu, même si je ne mets pas les tefilines tous les jours. Ce n'est pas avoir honte, c'est la terre promise, de dire c'est la terre promise. Ce n'est pas avoir honte de ouvrir ses trésors spirituels et d'y puiser ses forces de vie et son sens et son amour. Ce n'est pas avoir honte de dire non à Macron, à Biden et aux autres au nom de ton identité. Ce n'est pas avoir honte de dire, eh bien voilà, mes intérêts priment sur les intérêts humanitaires et autres de mes ennemis. Vous comprenez? C'est des choses très simples. C'est des choses très, très simples. C'est de crier Am Israël Chai. C'est d'arborer son judaïsme partout. Partout. Okay? C'est très, très simple. C'est très, très simple. Rega, ce ne sera pas justement le bon moment pour faire comprendre à des ignorants de l'histoire juive ce qu'est Eretz Israël pour tous les juifs de toute tendance et origine, mais encore une fois par amour. Encore une fois par amour. Vous comprenez? Les gens, ils sont conscients. Les gens, ils sont conscients partout. Partout. Et c'est le moment de renouer contact, effectivement, aussi avec des juifs de l'étranger. On a un contact très intense avec beaucoup d'écoles, beaucoup d'organisations, beaucoup de communautés, que ce soit en France, en Suisse, dans le monde francophone, etc., etc. Effectivement, ils nous parlent plus seulement du malaise, mais d'une peur véritable, d'une très, très grande peur de se trouver là-bas. Et puis leur point de lumière, eh bien, c'est ce qui se passe chez nous. Et puis c'est ce regain de foi et d'unité etc., qui là-bas se passe aussi à une moindre mesure, une mesure communautaire. Mais là, c'est aussi véritablement le moment d'élever le téléphone, d'appeler ses proches, pas pour leur dire non, 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 comment ça va? Parce que nous, on est dans une position qui est très, très bonne. On est victorieux, on est unis, on a plein de choses à faire. Là-bas, c'est le malaise, pour le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est même dangereux. C'est très dangereux, bien sûr. Moi, je sais ce qui se passe avec mes enfants, c'est très dangereux. Okay. Où ils sont? Il y en a un à Liverpool, mon fils, et mes filles sont à Manchester. Et la semaine dernière, mon fils tenait ses enfants par la main, de chaque côté, et il y a une voilée qui va vers lui, qui lui dit « Are you Israeli? Voilà. Êtes-vous israélien? » Oui, oui. Il a répondu « Pas devant les enfants. » Je me fais beaucoup de soucis. Okay. En Angleterre, Mais ici, ce qui me fait de soucis, ici, qui m'inquiète, c'est la gauche. On habite à Beth Hakerem et la Beth Hakerem est très, très, très de gauche. Apparemment, ils voulaient faire un tapis de fleurs en forme de Magen David. La Iria a dit de faire ça. Ils ont refusé. Il y en a qui ont refusé, alors ils ont été licenciés. Et regardez Ron Holday. Ron Holday, il veut enlever les photos des kidnappés. Eh bien, ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est le peuple d'Israël qui fait le tri. Qui fait le tri. Ce sont des dires qui ne sont plus légitimes. Ils sont très mal reçus. Ils sont très mal vus. Il n'y a, c'est pas pour rien que sur Dizengoff, on a eu ce matin la statue qu'on a eue. Les choses, l'esprit change. Et là, nous aussi, on doit changer d'esprit. On doit beaucoup parler de lumière. Parce que quand on parle de l'obscurité, on lui donne de la force. Quand on parle de ceux qui n'ont pas encore, comment dire, changé de disquette, changé de mélodie, eh bien, on leur donne de la force. Oui. On doit parler de ceux qui se sont réveillés. On doit parler du réveil, on doit parler de la lumière. Ça nous donnera de la force à nous et ça fera reculer beaucoup d'obscurité.
Oui, mais si eux ne changent pas, que fait-on? Eh bien, eux changent. Omer Barak, que je vous ai fait, etc. Regardez c'est un processus qui va prendre du temps. C'est un processus invraisemblable qui se passe aujourd'hui. C'est quelque chose d'invraisemblable qui se passe. Il faut voir ce qui se passe dans l'armée. Et c'est des centaines de milliers de personnes, c'est un demi-million de personnes. Il faut savoir ce qui se passe dans, tous les yishuvim qui ont été évacués. 100 000 personnes qui ont été évacuées de la région de Gaza, de Sderot, de Ofakim, etc. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quelque chose de fantastique, il faut savoir. C'est-à-dire, on peut naturellement continuer à ne voir que ceux qui refusent à voir. Il y en a, je ne renie pas ça. Mais on doit donner force, on doit donner voix, on doit faire servir de caisse de résonance à cette majorité qui devient de plus en plus grande, qui devient de plus en plus croissante. Et pour On eux, doit c'est être une à la guerre de hauteur. religion. C'est une guerre de religion, il ne faut pas C'est ça le avoir peur de le problème. dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, on va le vaincre du moment seulement quand on va admettre et quand on va assumer que c'est une guerre de religion. C'est pas une menace que de faire de ça une guerre de religion, c'est la solution. Parce que vous ne pouvez pas donner à une maladie grave, la traiter avec de l'aspirine. Pourquoi? Parce que non, la maladie est trop grave, je préfère ne pas l'avoir. Non, tu as un traitement, tu as le traitement pour cette maladie, mais tout simplement, tu n'oses pas l'utiliser. Eh bien, c'est le moment de l'utiliser. Le Oui, mais on peuple sera juif n'a jamais été aussi prêt à utiliser ce traitement qui s'appelle guerre de religion. toujours d'art à l'islam, c'est ça le problème. Oui, mais là, il faut lire les articles du docteur Eliezer Cher qui a ce sujet, qui en parle. Il faut lire les articles de Moti Keidar, etc., qui disent que l'islam, il a aussi des solutions à la guerre. Tout d'abord, qu'on doit le vaincre, on doit lui prendre ses territoires, et ensuite, on doit lui prouver que nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que nous sommes les Banu Israël véritables, que nous faisons partie de la 46e ou 40 quelque chose sourate du Coran qui parle que cette terre est promise au Bnei Israël. Comprenez? C'est-à-dire, Et nous, on doit changer de discours. je voulais vous demander, Eliezer, l'impact des otages, puisqu'il y a des gens qui ont manifesté à Tel Aviv ou à Jérusalem, je ne sais plus, pour que Netanyahou démissionne parce qu'il ne s'occupe pas des otages. Comment réagir à ça Écoutez, réagir à ça, on n'a pas besoin de réagir à tout. Ça, c'est une première chose. Okay? Deuxième chose, on doit on doit effectivement essayer de libérer les otages, mais on doit essayer de les libérer comme on a libéré Ori de Kiryat Gat et pas comme on a libéré Gilad Shalit. Parce que ça, tout le monde a compris. Tout le monde a compris que la libération de Gilad Shalit avec Sinwar, Yimarchmo et compagnie, eh bien, c'est ce qui a semé qui a produit ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire là, on a compris et le peuple, il a aussi compris ça. C'est vrai. Merci. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Arov Achiloni et ils n'ont pas du tout changé leur point de vue. Ils sont tellement anti-religieux, ils ne sont pas du tout capables de voir quoi que ce soit et ils restent dans leur haine et leurs accusations sans fin. Il y a des gens qui ont un problème avec le déblocage, effectivement. Il y a des gens, et c'est pour cela, il faut savoir parler la langue de chaque personne. Une personne qui a beaucoup d'animosité, il n'y a rien qui lui fasse plaisir
il voit plus plaisir que quelqu'un lui réponde à sa manière. Il lui dit, ah, regardez, c'est, etc., etc., etc. C'est ce qu'il recherche. Il n'y a rien qui les affaiblisse ou qui les remette, etc., plus, qui les rend plus sobres que de citer des exemples qui sont des exemples sans fin, des éditorialistes, de chanteurs, de scénaristes, d'auteurs, etc., 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 qui font tchouva vers leur peuple. Leur raconter une histoire, et elle en publie plusieurs tous les jours, de Siban Rav Meir, elle a un groupe aussi en français, dans toutes les langues, eh bien, c'est une meilleure réponse. Il faut savoir répondre à l'obscurité par la lumière. Je ne renie pas qu'il y a encore des groupes qui sont coincés, qui sont bloqués. Mais il y a un mouvement sans précédent dans le peuple juif, on ne peut pas le renier. On ne peut pas. Toda Rabba Eliezer, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, je voulais. Alors. Bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est une constatation. En ce qui concerne les parents de tous les kidnappés, justement, j'ai trouvé qu'ils avaient une manière de réagir qui était dans le sens de ce que Eliezer dit. On ne demande plus de libérer des terroristes. On demande au contraire d'arrêter de procurer à Gaza tous les bien-être pour la population gazoulienne et pour permettre de libérer les kidnappés. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une offensive, il me semble, ce que j'ai cru comprendre au niveau des familles des kidnappés qui sont, je pense, il me semble, majoritairement de gauche. Et ils ne veulent pas qu'on libère des terroristes. Ils veulent qu'on soit très dur, au contraire, contre nos ennemis. Donc, c'est aussi un changement d'idéologie. Oui, ce n'est pas une campagne nationale monstre pour libération à tout prix, pour la libération de terroristes en masse en échange d'un soldat. Oui, effectivement, j'entends. Je dois admettre, j'ai pas entendu, je suis pas ce que vous avez dit, mais je crois bien que c'est un autre son de cloche. Voilà. Les gens, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Toda Rabba. Toda Rabba, Sorot Tovot. Amen.